présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. La France championne de la natalité en Europe. Alors la question se pose, est-ce une exception bientôt terminée? Selon les chiffres, le taux de natalité chute dans l'Hexagone pour atteindre un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Où en est notre démographie? Qu'est-ce qui freine nos désirs d'enfants? On se pose la question dans un instant. Résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter, c'est le thème fort du concours La Flamme de l'égalité, proposé dans les classes de primaire et de secondaire. On en parle en seconde partie d'émission. Dans son agenda du vendredi, Loïc Landreau vous donnera des conseils pour la semaine à venir. Au programme, La Belle et la Bête en spectacle, un parcours lumineux et immersif et la fameuse rédaction de la lettre au Père Noël. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Ce matin, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a rendu son rapport final au gouvernement. Elle formule 82 propositions pour mieux protéger les mineurs. Parmi elles, rendre absolument imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commises contre les enfants et donc l'inceste. La possibilité pour les victimes de porter plainte même plus de 30 ans après les faits, puisque c'est aujourd'hui le délai maximum légal. Depuis janvier 2021, la Ciivise a recueilli près de 30 000 témoignages et elle a établi qu'un enfant sur 10 était concerné en France, ce qui représente 160 000 mineurs. Écoutez le témoignage d'Édouard Durand, coprésident de la Ciivise, qui détaille cette proposition au micro de France Inter. Et nous avons d'abord considéré qu'il n'y avait aucun obstacle insurmontable pour ne pas répondre oui, il faut rendre imprescriptibles ces crimes et délits, ou non. Et nous devions faire un choix. Les fondements de la prescription, les fondements principaux, quels sont-ils ? La paix sociale. Ce que les humains ont inventé pour garantir la paix sociale, c'est de rendre justice. Le deuxième fondement théorique de la prescription, c'est la carence du plaignant. Vous auriez dû le faire plus vite, avec une amnésie traumatique, avec toute une famille qui vous menace, avec une justice qui vous fait peur et qui, dans 70% des cas, remplace la vérité judiciaire, la substitue à la vérité. Et puis ensuite, il y a le fait que le criminel, par l'inquiétude d'être poursuivi, se serait auto-puni. Mais il y a des victimes qui subissent jusqu'à 2000 viols pendant 20 ans. Parmi les autres propositions, la Ciivise souhaite repérer les victimes d'inceste et d'agressions sexuelles au sein même de l'école en instaurant des rendez-vous annuels avec les infirmières ou médecins scolaires. Là encore, Édouard Durand expliquait ce matin pourquoi et comment il souhaitait mettre tout cela en place. Dans une classe de 30 élèves, il y a 3 enfants qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Mais lesquels ? Pour le savoir, il faut poser la question aux 30. Pour que les 3 enfants victimes puissent se dire « Ah oui, à mon institutrice, à mon professeur, je peux le dire, elle va me croire, il va me croire. » Mais il y a des enfants qui ne sont pas à l'école. Il y a des enfants qui ne vont pas chez le médecin tous les ans. Pour garantir que quel que soit le cadre de vie de l'enfant, il y ait cet espace, il faut dire chaque année, que ce soit à la PMI, à l'école, à l'aide sociale à l'enfance, dans un institut spécialisé, chaque année, il y aura un entretien d'évaluation du bien-être et du développement et de dépistage des violences. Ce rapport préconise également la mise en place de cours d'éducation à la vie sexuelle dès la maternelle. Oui, on en parle beaucoup ici même, d'ailleurs hier. On sait que beaucoup d'établissements ne respectent pas la loi qui demande à ce que 3 sessions de ces cours soient organisées au minimum chaque année. La Ciivise demande à ce que le gouvernement oblige les écoles à mettre réellement ces rendez-vous en place, et ce, donc vous l'avez dit, dès la maternelle, notamment pour sensibiliser les enfants aux violences qu'ils pourraient subir. Parmi les autres propositions phares, on peut noter également la mise en place d'une cellule d'urgence pour retirer l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable, évidemment pour éloigner les enfants de leurs parents au moment de l'enquête. Et enfin, la Ciivise demande tout simplement, dirons-nous, à être reconduite. Son mandat doit se terminer à la fin de cette année, mais il semble évident pour tous les observateurs que son travail doit continuer pour agir en profondeur sur ce fléau et mieux épauler les victimes dans le temps.
On en vient au lycée parisien bloqué hier par un groupe intitulé Révolution permanente en soutien au peuple palestinien. Une centaine de militants a manifesté, notamment devant les lycées Lamartine et Racine à Paris, en essayant d'agréger les élèves à leur mouvement. Des slogans « La Palestine vaincra » ont été scandés, des poubelles ont été mises devant les portes des établissements pour bloquer leurs accès. Mais pour Laurent Fragerman, qui est professeur d'histoire au lycée Lamartine justement, l'initiative n'a pas forcément eu l'effet escompté et il insiste sur la nécessité de continuer d'éclairer les jeunes sur ce conflit, justement pour sortir des slogans tout faits qui ne reflètent pas la complexité de la situation. Dans les propres vidéos qu'ils diffusent, on voit un petit groupe, c'est plus un happening avec des feux de Bengale, des élèves, des jeunes qui se déguisent en combattants, ils sont intégralement de noir vêtus, c'est assez amusant. Personnellement, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Mais donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un embrasement de la jeunesse aujourd'hui sur ces thèmes. Ce qui est gênant, disons, c'est que les slogans mis en avant sont des slogans qui ne facilitent pas la paix. Oui. C'est-à-dire, c'est des slogans pour dire un camp doit vaincre. À partir de là, ce qu'on peut faire, justement, moi je pense, c'est plutôt de travailler sur un conflit géopolitique. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement, quelles sont les solutions et les impasses dans lesquelles la situation est, parce que là on est dans une situation d'impasse, mais demander la disparition d'un État, au sens demander ce que va devenir sa population, c'est toujours un peu embêtant. Direction Clermont-Ferrand maintenant, avec cette grosse frayeur pour 1400 élèves d'un lycée. Hier, la région a été touchée par la tempête Frédérico, des rafales de vent à 130 km/h, 5000 foyers privés d'électricité, le trafic SNCF interrompu. Et donc, vous le voyez, la toiture du lycée Jeanne d'Arc a été arrachée avant qu'une partie ne s'écrase sur le pare-brise d'un bus stationné en contrebas. Les 1400 élèves ont été confinés tout l'après-midi et l'établissement n'a pas rouvert aujourd'hui. 12 autres écoles de la ville ont subi des dégâts qui ont entraîné des fermetures d'urgence pour travaux. Et comme on est vendredi, on peut parler des sorties culturelles, une annonce qui va ravir tous les parents du monde. Alors, ravir ou pas, ça dépend si vous avez aimé la période libérée-délivrée de 2013, puisque le PDG de Walt Disney vient d'annoncer il y aura 2 nouveaux films de La Reine des Neiges. Le numéro 3 est actuellement en cours de production et le numéro 4 en cours d'écriture. Je rappelle donc que le premier opus est devenu le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, avec 1,3 milliard de dollars de revenus dans le monde. Et au passage, il y a un tout nouveau village, La Reine des Neiges, qui est en train de se construire à Disneyland Paris. Donc il faut bien rentabiliser tout ça pour les 5-10 ans à venir, d'où l'arrivée de 2 prochains épisodes de cette saga. Merci Loïc. 1,8 enfants par femme, c'est la moyenne française qui, si elle continue de baisser depuis quelques années, reste encore meilleure que celle de ses voisins. Mais les études le montrent, on arriverait à un crash des bébés. Les Français sont de moins en moins parents. Alors est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est la baisse de la fécondité? L'anxiété aussi vis-à-vis des crises que nous traversons, et elles sont nombreuses. Est-ce la fin du modèle de la natalité à la française? On en parle dans la question du jour. Nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau Laurent Toulmont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger effectivement toutes les newsletters sur le site qui sont passionnantes pour comprendre justement les causes et conséquences de la démographie. On va en parler ici. Je disais dans l'introduction de cet échange, la France s'enorgueillit d'être championne des naissances en Europe. Est-ce que c'est toujours vrai ? Oui, c'est toujours vrai, même si la fécondité a baissé, elle était à un niveau qui était assez élevé en 2010. Il y avait 2 enfants par femme. On calcule la fécondité en nombre d'enfants par femme au cours de la vie. Donc l'idée, c'est qu'avec 2 enfants par femme, un couple d'adultes, un homme et une femme, sont remplacés par 2 enfants à la génération suivante. La population peut en plus augmenter grâce aux migrations et donc au final, la population reste constante ou voire elle augmente un peu. Donc on était à ce niveau en 2010 et puis ça a un petit peu baissé jusqu'en 2014 alors que chez nos voisins européens, ça baissait beaucoup plus fortement après la crise économique de 2008. Et puis depuis 2014, ça baisse à un rythme plus important avec une petite parenthèse liée à l'épidémie de Covid. Oui, bien sûr. Justement, est-ce que le Covid, parce qu'il y a eu de fausses idées là-dessus, est-ce que le Covid a justement permis une hausse de la natalité ou une baisse ? Alors, il y a eu 3 temps. Premier temps, dans le premier confinement, il y a une baisse importante des conceptions, plus de 10% de baisse. Donc, il y a eu, disons, la crise de Covid. Ça a été une crise de mortalité. Ça a été aussi une crise économique. Les gens étaient un peu perdus. Et donc, ça a diminué beaucoup les conceptions d'enfants.
Donc 9 mois après le premier confinement, il y a eu une baisse importante. Ensuite, en 2021, il y a eu une remontée, un peu comme s'il y avait un rattrapage. Mais géographiquement, ce n'était pas tellement lié. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les régions qui ont été les plus touchées par la crise de Covid, l'Île-de-France et puis le Grand Est, que la remontée a été la plus forte. Donc il y a eu un mouvement, et dans beaucoup de pays d'Europe, il y a eu un petit rebond, disons, en 2021. Et puis après, ça s'est remis à baisser en France, mais il y a des pays où ça a baissé beaucoup plus fortement, pour des raisons qui sont... Alors les chercheurs avancent des raisons assez diverses en fait d'un pays à l'autre, mais quand même globalement ça a rebaissé partout et en France comme ailleurs ça a recommencé à baisser et en 2022 on était à 1,8 enfants par femme, c'est-à-dire ça fait quand même 10% de baisse par rapport à 2014. 723 000 naissances en 2022, les chiffres sont bons à peu près? Oui, c'est ça. Voilà. Et il y en avait à peu près 15 000 de plus en 2021. Il y en aura peut-être 20 000 de moins en 2023 parce que la baisse continue dans les premiers mois de 2023. Donc ça, c'est le chiffre qui est vraiment le plus faible en nombre depuis 1946. Cette tendance, apparemment, elle a commencé effectivement en 2014. De quoi dépend le nombre de naissances ? Alors, c'est un choix un peu compliqué, parce que quand on décide de faire un enfant, d'abord, aujourd'hui, on décide de faire un enfant, c'est-à-dire que la situation neutre, c'est que les gens, s'ils ont des relations sexuelles, les femmes ou les couples ont une contraception efficace, ils évitent une grossesse non souhaitée. Il y a la possibilité de recourir à l'interruption volontaire de grossesse en cas de grossesse non prévue. Donc, c'est vraiment une décision positive de dire, on arrête la contraception, on a des relations sexuelles dans le but d'avoir une grossesse tout de suite. Mais ce qui était le cas déjà il y a 10 ans ou 20 ans. Oui, mais du coup, la situation neutre, c'est d'attendre. Et on voit, c'est ce qui s'est passé avec la crise de 2008. Les jeunes se sont trouvés dans une situation plus fragile. Peut-être aussi qu'ils ont envie de profiter de la vie à deux. Donc il y a à la fois une fragilisation économique et puis aussi un retard des mises en couple. Mais aussi parmi les couples, un retard de la venue du premier enfant. Donc à la fois pour profiter de la vie à deux et puis pour attendre d'avoir une situation plus affermie. Et puis à force de retarder comme ça, à une date donnée, du coup, il y a un peu moins d'enfants. Donc ça veut dire que c'est aussi un changement lié à la parentalité, au fait de devenir parent. On l'a vu effectivement et on a fait plusieurs sujets sur cette question, le nombre de jeunes qui décident de ne plus avoir d'enfants. On a appelé ça un mouvement. Alors est-ce que c'est vraiment un mouvement ou pas? Est-ce que vous constatez une différence? Alors, en France, il y a effectivement une hausse de la proportion de jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, mais la plupart de ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants, ils vont se faire piéger, parce que... Il faut être deux pour faire un enfant, donc on peut vivre en couple avec quelqu'un qui veut des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui changent d'avis, ne serait-ce que parce qu'autour d'eux, il y a des gens qui font des enfants. Bon. Et à l'inverse, il y a des gens qui veulent des enfants et qui finalement n'en auront pas parce que pour les aléas de la vie, ils n'auront jamais trouvé le bon moment, disons, pour le faire. Mais on n'est pas forcément obligé d'être deux pour avoir l'enfant. Quand même, ça facilite beaucoup les choses. Il y a aujourd'hui très peu de femmes qui décident de faire un enfant toute seule. C'était un peu le rêve ou la crainte dans les années 60 ou 70. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de science, disons, pour faire un enfant. Il y a la possibilité maintenant pour les couples de même sexe, et notamment les couples de femmes, ou pour les femmes seules, d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. Mais en termes de nombre, sur les 723 000, ça fait très peu, en fait. Et les mouvements, disons les grands mouvements, vous parliez plutôt des jeunes qui décident qu'ils ne veulent pas avoir des enfants. Donc... On les appelle les Jinx ou les No Kids, apparemment, me dit-on en régie. J'adore ça, c'est grâce à l'oreillette, ça. Merci, ça. Emma. Donc là, il y a des raisons qui sont très, très variées. Il y en a qui veulent profiter de la vie. Il y en a qui trouvent que c'est trop difficile d'avoir des enfants parce que quand on a des enfants, il faut être un parent parfait. Et il y en a qui trouvent que la barre est trop haute. Alors c'est un discours qu'on entend souvent dans d'autres pays. En France, on a l'impression que c'est les femmes qui se débrouillent pour être mères. Et donc, il y a aussi l'idée que l'État-providence va se charger de l'éducation des enfants. Et donc là, il y a moins de pression, disons, qui sont mises sur les parents, mais quand même, ça peut être une raison. Il y a aussi des jeunes qui considèrent que, à cause du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, c'est pas forcément un service à rendre à l'espèce humaine ou à la planète que de faire des enfants. Oui, ils sont beaucoup plus engagés, en fait, et ça joue sur la démographie. Oui, on peut participer au progrès humain sans forcément faire soi-même des enfants. Il y a beaucoup d'autres façons, disons, de s'épanouir. Oui, non, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais dans le sens où, effectivement, il y a une influence sur la démographie. Je veux dire par là, c'est que beaucoup de jeunes, effectivement, qu'on appelle donc les no-kids, enfin cette génération no-kids qui ne veulent pas d'enfants pour ces choix idéologiques. Alors, encore une fois, il y en a beaucoup qui vont changer d'avis dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y a un moment donné où il y a
une personne qui décide, encore une fois, d'arrêter la contraception ou éventuellement d'avoir recours à l'AMP pour avoir une grossesse tout de suite. Donc les jeunes, ils remettent ça à plus tard. Et puis les moins jeunes, là, les questions de conciliation entre vie familiale, vie professionnelle. Maintenant, pour avoir un niveau de vie correct, il faut avoir 2 salaires quand on travaille. Enfin, il faut que les 2 adultes travaillent dans un couple. Et donc, les conditions de conciliation, ce sont souvent les femmes, quand elles deviennent mères, qui payent parfois cher en termes de carrière, d'activité professionnelle ou de carrière professionnelle. Donc, les questions de conciliation, donc de mode de garde, d'éducation des enfants, deviennent plus importantes. Et c'est plutôt sur ce genre de facteurs qu'on peut voir les évolutions de long terme. Disons le fait que, en France, justement, il y a plus d'enfants que chez nos voisins européens. Et ça baisse depuis une dizaine d'années. Mais bon, moi, je reste persuadé que le niveau sous-jacent reste élevé en France. Il y a encore une pression sociale forte pour faire des enfants. Si vous connaissez des gens qui sont en couple depuis 5 ou 10 ans, ils n'ont toujours pas d'enfants, on va se demander s'il y a un problème, est-ce qu'ils ne s'entendent pas bien, est-ce qu'il y a un problème médical. Ça va pas être considéré comme une façon normale de vivre un couple que de ne pas avoir d'enfants. Il va toujours falloir que le couple se justifie de choisir de ne pas avoir d'enfants. Et encore une fois, beaucoup vont changer d'avis au cours de leur vie. Loïc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une crise donc en France et néanmoins elle reste number 1 en Europe. Moi j'aimerais savoir ce qui fait que culturellement, malgré les crises, nous sommes toujours, nous, Français, en première place et pourquoi justement les peuples européens, les autres, n'arrivent pas à avoir ce mouvement-là. Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on a l'État qui est derrière, qui prend en charge, qui nous soutient, que du coup on est peut-être plus libéré, ou est-ce que ça se joue ailleurs, culturellement, socialement ? Alors, il y a 2 choses. Sur le niveau sous-jacent, on peut dire qu'effectivement, en France, il y a une politique familiale puissante depuis 70 ans, si ce n'est pas un siècle. Donc, il y a une confiance. Quand les parents font des enfants, ils ont l'idée que l'État pourvoira d'une manière ou d'une autre à l'éducation de ses enfants. Ce qui n'est pas le cas en Espagne, en Italie, en Allemagne ? Non, en Espagne, en Italie, en Allemagne, il y a plutôt l'idée que quand on n'est pas assez riche, quand on ne peut pas se le payer, c'est un peu immoral de faire des enfants, si on n'est pas capable de bien les élever. D'assumer. Alors qu'en France, jamais personne n'aurait l'idée de reprocher à des gens de faire trop d'enfants. C'est plutôt les gens qui ne font pas d'enfants, justement, qu'on va accuser d'être égoïstes. Donc, il n'y a pas cette culpabilisation, disons, et cette... On ne met pas la barre très très haut. En France, on fait des enfants et puis après, c'est l'État qui pourvoit. Alors ensuite, quand il y a des crises économiques, en France, on le voit pour le chômage, mais on le voit pour beaucoup de réactions, il y a des mécanismes d'amortissement qui font qu'en général, quand il y a une crise, elle est moins violente à très court terme, mais ensuite, le rebond tarde à venir. Et on l'a vu après la crise du milieu des années 90, il y a une baisse de la fécondité qui a été moins prononcée qu'ailleurs, mais la remontée a été aussi plus tardive qu'ailleurs. Donc, il y a des mécanismes d'amortissement, mais qui ne sont pas toujours très... Parce que là, on le vit aussi avec l'inflation. Finalement, c'est aussi une question qu'on se pose en disant, attendez, les couches, elles coûtent maintenant 7 € au lieu de 4. C'est un budget qu'il faut aussi amortir. Mais l'inflation est moins forte en France qu'elle ne peut l'être dans d'autres pays. Oui, alors de toute façon, d'un point de vue purement économique, avoir des enfants, c'est pas une très bonne idée. Hein. Ça coûte très cher, c'est des contraintes très fortes. Donc, alors après, sur le long terme, on peut se dire c'est quand même pas si mal d'avoir des enfants, puis d'avoir des enfants adultes, ça peut être bien quand on est âgé. Bon, mais il faut pas chercher une rationalité économique. On l'a vu quand, par exemple, il y a une diminution des allocations familiales pour les couples les plus fortunés. L'idée que ça pourrait induire de façon un peu automatique une baisse de la fécondité parce que les gens renoncerait à faire des enfants parce qu'on leur enlève un peu d'argent, ça paraît tout à fait... c'est pas du tout opératoire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt une question de confiance générale et on peut dire qu'en France, il y a encore aujourd'hui, et vous avez raison, les mécanismes d'amortissement participent d'une certaine façon à cette confiance, mais bon, les questions sur le mode de garde, les questions de fragilité en termes de logement, les questions de fragilité sur le marché du travail aussi, tout ça peut avoir des conséquences où les couples vont hésiter à s'engager pour un engagement qui est quand même un engagement de très long terme. Quand on a des enfants, c'est difficile de s'en débarrasser. Laurent Toulmont, on parle beaucoup de taux de natalité et taux de fécondité. On peut rappeler la différence, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent ? Alors, le taux de natalité, c'est juste le rapport du nombre de naissances, donc les 720 000 naissances, divisé par les 60 millions d'habitants. Donc, ça fait à peu près 11 ou 12 pour 1000. On parle en pour 1000 par an. Donc, c'est un peu abstrait. Et c'est pour ça que les démographes préfèrent calculer l'indicateur conjoncturel de fécondité. Donc, quand on dit 2 enfants par femme, en fait, on classe les femmes. Alors, c'est plus facile de compter les enfants des femmes, parce que les femmes déclarent plus leurs enfants. Et puis, la fécondité est un peu plus limitée à 50 ans, encore que les hommes n'ont pratiquement pas d'enfants après 55 ans. Enfin bon, on classe les femmes selon l'âge. On regarde
combien d'enfants à chaque âge, par exemple 100 femmes de chaque âge ont une année donnée. Et puis on additionne tous ces taux en faisant comme si on construisait un film avec une femme qui passerait toute sa vie au cours de l'année 2022. Donc elle aurait à 15 ans la fécondité qu'ont en 2022 les femmes de 15 ans, à 25 ans la fécondité qu'ont en 2022 les femmes de 25 ans, à 35 ans, etc. Et donc à la fin, à 50 ou 55 ans, si elle avait vécu toute sa vie en 2022, eh ben, elle aurait eu 1,8 enfants en moyenne. Donc 100 femmes auraient eu 180 enfants. Donc ça donne tout de suite une idée concrète, hein, même si évidemment quand on a 1,8, les gens n'ont pas des 0,8 enfants, mais on voit bien que ça donne un nombre moyen d'enfants par femme, ou on pourrait dire par couple, hein, au cours de la vie, qui est beaucoup plus concret que le taux de natalité. L'une des causes que vous venez d'évoquer, évidemment, et qui me touche forcément, c'est l'épanouissement des femmes au travail, l'émancipation aussi, le fait qu'elles aient envie de travailler. On l'a vu, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères avaient du mal à aller travailler. Depuis, heureusement, ça a changé pour toutes celles qui le souhaitent. Maintenant, ça reste quand même un frein, pour certaines, en tout cas, à des périodes de leur vie. Est-ce que ça aussi, ça a beaucoup joué? Et de quelle manière cela a joué? Est-ce qu'il y a une réelle émancipation des femmes depuis 20 ans ou 30 ans? Ou est-ce que ça joue beaucoup sur le nombre de naissances? Alors d'abord, les grands-mères ou les arrière-grands-mères, elles travaillaient. Elles n'étaient pas forcément salariées, mais elles travaillaient. La grande différence, et ça, c'est pas depuis 20 ans, c'est plutôt depuis 50 ans, c'est que d'une part, les femmes sont devenues massivement salariées, c'est-à-dire qu'elles ont pu travailler avec une rémunération indépendante du mari. Donc c'est ça qui est important. Et c'est pas si ancien, hein, que les femmes peuvent avoir un carnet de chèques ou peuvent travailler sans avoir l'autorisation de leur mari. C'est bien ça qui me préoccupe. Ça, c'est vraiment un élément important. Quand vous dites excusez-moi, mais quand vous dites qu'elles travaillaient, elles étaient engagées donc, pour travailler, mais sans fiche de salaire? Soit elles travaillaient dans la ferme ou dans l'entreprise familiale, ou éventuellement elles étaient employées de maison sans être rémunérées. Même de 5 enfants, c'est du travail. Oui, non, mais attendez, ne confondons pas parce que c'est quand même très important de... Oui, ça c'est autre chose. Disons, dans les années 50, il y a eu d'abord une baisse de la proportion de femmes qui travaillaient. Il y a eu des femmes inactives avec une politique familiale qui favorisait, avec l'allocation de salaire unique, qui favorisait le fait que justement les femmes restent à la maison. Et c'était à la fois reposant. Hein. Il y a eu des grosses différences d'espérance de vie entre les femmes et les hommes. Les femmes ont beaucoup profité de cette période où elles étaient tranquilles, un peu enfermées, un peu dans... Et depuis les années 70, eh bien, elles se sont mises à travailler. Elles ont aussi obtenu la possibilité de divorcer, de rompre leur union en cas de mésentente. Donc il y a eu plus de familles monoparentales, mais c'est plutôt un progrès. On peut dire que les femmes ont acquis la possibilité de mettre fin à une union, alors que dans les années 50 ou 60, quand elles n'avaient pas de moyens de subsister par elles-mêmes, elles ne pouvaient tout simplement pas quitter un mari dont elles voulaient. Ceci étant, ça n'a pas changé. Le fait que, effectivement, lorsqu'on quitte un domicile aussi, il faut peut-être, les femmes ont dû aussi reprendre la voie du travail pour certaines, et on le voit aujourd'hui. Donc, est-ce que ça joue sur la baisse de natalité? Alors, en France, depuis la fin du baby-boom, depuis 1975, donc ça fait maintenant presque 50 ans, il y a eu le droit à l'avortement, l'accès à une contraception efficace, l'accès des femmes à un travail salarié, même après la naissance d'un ou voire deux enfants. Et tout ça s'est fait avec un niveau de fécondité qui est resté haut, entre 1,8 et 2 enfants par femme. Donc en France, il y a plutôt l'idée que les changements familiaux ont été plutôt bénéfiques parce que d'une certaine façon, quand la fécondité va, tout va. Alors que chez nos voisins italiens ou espagnols, on a parlé de familles pathologiques, on a une vision très négative des évolutions, parce que justement la fécondité est basse, voire très basse, et donc il y a une espèce de panique. Alors qu'en France, on a une vision beaucoup plus apaisée des changements et on s'intéresse plus. D'ailleurs, il y a eu un basculement dans les années 1990 où la politique familiale française s'est plutôt orientée, d'une part, vers les inégalités entre les femmes et les hommes, parce qu'il reste énormément d'inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société, et d'autre part, à la lutte contre la pauvreté des familles avec des enfants. Et donc, les inégalités sociales restent fortes. Et donc, il y a toute une politique il y a un mythe un peu de l'égalité des chances en France, mais on a beaucoup d'efforts. On est en fait un pays assez inégalitaire, contrairement à ce qu'on dit. Et donc, la politique s'est orientée vers cette lutte contre les inégalités sociales, et notamment pour les familles avec enfants, et puis les inégalités entre les femmes et les hommes d'autre part. En travaillant sur ce sujet, j'ai aussi vu une ligne, plusieurs même d'ailleurs, sur la mortalité infantile. Elle a baissé ou évolué? Alors, la mortalité infantile, elle a
énormément baissé. Dans les années 50, c'était encore 5% des enfants qui mouraient. En 1900, c'était plutôt 10 ou 15% des enfants qui mouraient avant d'atteindre leur premier anniversaire. Donc maintenant, on compte en pour 1000. C'est de l'ordre de 3 pour 1000, c'est-à-dire 1/3 des enfants. Alors évidemment, c'est toujours un drame de perdre des enfants. Et peut-être même, c'est plus un drame aujourd'hui que c'est devenu très rare qu'il y a un siècle où c'était moins rare. Donc c'est extrêmement rare, mais les progrès se sont ralentis depuis une quinzaine d'années et voire se sont arrêtés. Donc c'est une interrogation qu'on a par rapport à d'autres pays européens où les progrès continuent. Les progrès sont un peu bloqués en France, mais à des niveaux qui sont vraiment extrêmement bas. On peut dire qu'en France, la mortalité, là aussi on va calculer l'espérance de vie, c'est-à-dire la durée moyenne de vie avant le décès, elle se compte plutôt aux alentours de 80 ans. Donc il y a très peu d'enfants ou d'adultes qui décèdent avant, disons, 50 ou 60 ou 70 ans. Alors évidemment, ce qui nous intéresse après avoir fait ces constats, ce sont les conséquences sur la société et l'école en particulier, puisqu'on est sur School TV, et donc ce qui touche nos enfants. Moins d'enfants à l'école implique, on l'imagine, une réorganisation des classes. En tout cas, on ne l'imagine même pas, puisque ça a été fait par l'ex-ministre Papa Ndiaye pour fermer plusieurs classes. Je ne me souviens plus des chiffres très exacts, mais on l'avait évoqué de nombreuses fois ici. Et on a donc, plutôt que de continuer à entasser les élèves et profiter justement de cette baisse démographique pour libérer un peu de place, on a fermé des classes pour continuer à les entasser. Est-ce que cette baisse démographique, on peut encore le voir, va jouer justement sur les politiques éducatives menées par le gouvernement? Alors effectivement, à court terme, on peut dire les enfants, c'est un coût, donc une baisse du nombre d'enfants, c'est une opportunité. Mais vous l'avez dit, on aurait pu en profiter pour diminuer le nombre d'enfants par classe. De même pour les places en crèche. Il y a eu une augmentation très faible du nombre de places en crèche, beaucoup plus faible que les promesses qui avaient été faites par les politiques. Et donc la proportion d'enfants en crèche, justement, elle a augmenté, mais surtout parce qu'il y a moins de naissances. C'est pas tellement parce qu'il y a plus de places en crèche. Donc on peut dire qu'on aurait pu profiter effectivement de cette période de baisse des naissances pour renforcer plutôt l'école ou les modes de garde, plutôt que d'en profiter pour faire des économies. Mais bon, c'est facile à dire. Moi, je ne tiens pas les cordons de la bourse, donc c'est toujours... il y a des dépenses, il y a des choix qui sont faits pour les dépenses. On peut aussi craindre une baisse du nombre de jeunes qui vont se diriger vers le métier de prof ? Ça, je crois que c'est déjà le cas dans les recrutements. Donc là, il y a. C'est pour ça qu'on est terrifié, parce que c'est déjà le cas. Donc ça, là, c'est vraiment d'autres questions. Le statut de l'enseignant. On l'a vu, par exemple, quand on a mesuré, l'INSEE dans les années 60 a commencé à mesurer l'espérance de vie par milieu social. Et il y avait quelque chose de scandaleux à l'époque de mettre sur la table pour l'Institut de statistique le fait que les riches, ils sont riches, ils ont des revenus plus élevés, ça paraît à peu près normal à tout le monde. Les riches, ils ont un gros capital, ils ont de gros riches là, et on trouve quand même que ça pose un problème sur l'héritage, on voit bien, il y a plus de discussions. Mais le fait que les riches vivent plus longtemps, c'est vraiment, il y a un côté un peu scandaleux. Et notamment le fait que les enfants de riches survivent et que c'est les enfants de pauvres qui meurent, ça c'était vraiment considéré comme scandaleux. Donc il y a eu des efforts très importants faits pour lutter contre la mortalité infantile et ça a été un très grand progrès. Sur la mortalité des adultes, il n'y a pas eu tellement de progrès chez les hommes parce qu'en France on accepte l'idée qu'il y a des accidents du travail, on accepte l'idée qu'il y a des risques, disons, en termes de mortalité. Mais les professeurs, c'est là où je voulais en venir, ils étaient dans une position très privilégiée. Ils avaient une place dans la société qui était très élevée. Et le prestige de la profession a beaucoup baissé. Et on le voit quand on regarde l'espérance de vie des enseignants. Aujourd'hui, elle est dans la moyenne plutôt des employés ou des professions intermédiaires, alors qu'autrefois, elle était plutôt proche, disons, des cadres supérieurs. Donc il y a cette question du prestige social, mais il y a aussi évidemment la question des revenus. Des salaires. Et de la reproduction sociale. On sait souvent qu'un prof, un fils de prof a souvent effectivement des parents et grands-parents professeurs et autres. Donc on imagine que s'il y a une baisse de natalité, elle pourra aussi se ressentir dans les familles justement d'enseignants. Loïc, vous voulez intervenir? J'aimerais bien savoir à quoi va ressembler la France dans 30 ans si on vit crise sur crise comme ça. Alors, il faut relativiser. La crise en France, elle est tout à fait modérée, avec 1,8 enfants par femme, avec un petit peu de migration, même si le sol migratoire en France est faible. On est un pays qui est peu attractif en termes de migration. Mais même avec le faible nombre de migrants qui viennent compléter la population, et avec une fécondité qui a baissé, mais qui reste quand même à un niveau élevé, les perspectives à horizon de 50 ans sont plutôt une stabilisation de la population, peut-être une légère augmentation grâce à la baisse de la mortalité, peut-être une légère diminution à cause d'une fécondité un peu basse, mais on n'est pas
pas du tout dans des pays du sud de l'Europe ou de l'est de l'Europe ou encore plus d'Asie de l'Est, où ils ont des perspectives de diminution très importantes, très rapides du nombre d'enfants, mais aussi du nombre d'adultes, avec un rétrécissement de la population active, un problème de vieillissement très important. Nous, on va avoir un vieillissement de la population, mais c'est d'abord parce qu'il y a eu un baby-boom il y a 75 ans. C'est aussi grâce à la baisse de la mortalité. Ça pose des difficultés sur le système de retraite, mais de toute façon, on peut dire que cette question, elle est réglée aujourd'hui. Donc, dans les 20 prochaines années, les enfants, de toute façon, ils ne vont pas être actifs. Donc, ça ne va rien changer au vieillissement dans les 20 prochaines années. Et à plus long terme, on n'est pas du tout dans une situation, disons, qui serait inquiétante. On n'est pas du tout dans la situation de beaucoup de nos voisins. Problème de retraite réglé, mais c'est pas basé, le système des retraites, justement, sur le calcul du taux en question qui était basé sur 2 enfants par femme et non pas 1,8 ? Non, alors il y a eu différentes hypothèses. Bon, avec 1,8 enfants par femme, il n'y a pas de problème pour le système de retraite. Les questions du système de retraite, c'est plutôt est-ce que les adultes cotisent, est-ce qu'ils sont actifs ou est-ce qu'ils sont chômeurs ? Donc s'ils sont actifs, il y aura un ils impact cotisent. forcément sur le nombre d'actifs. Ensuite, oui, mais il y a beaucoup de chômeurs en France par rapport à d'autres pays. Et donc, c'est pas la peine d'avoir beaucoup d'adultes s'ils ne sont pas actifs et s'ils ne cotisent pas. Non, d'accord, mais excusez-moi, pour bien comprendre, s'il y a moins de naissances, il y aura fatalement en proportion moins d'actifs. Oui, mais en même temps, il y a un peu moins de coûts pour s'occuper des enfants. C'est-à-dire que les actifs, ils payent d'un côté pour les vieux et d'un autre côté pour les enfants. Donc, dans une population qui diminue légèrement, il y a un peu moins d'enfants et il y a un peu plus de vieux. Dans une population qui augmente légèrement, il y a plus d'enfants et moins de vieux. Mais globalement, de toute façon, il y a la vague du baby-boom. Donc, les baby-boomers vont, là, aujourd'hui, ils ont 75 ans. Ils vont devenir vieux. Donc, il va y avoir une augmentation des problèmes de santé liés au vieillissement. Mais les questions de retraite, elles sont aussi liées beaucoup au niveau relatif de vie des retraités. Vous savez que les retraites ne sont plus indexées sur les salaires, mais elles sont indexées sur l'inflation et encore les bonnes années. Oui. Donc, il y a un problème de niveau de vie relatif des retraités. Alors, en France, on est plutôt dans une situation favorable. Le niveau de vie moyen des personnes de plus de 65 ans est à peu près le même que le niveau de vie des adultes, pour différentes raisons. Pas seulement les retraites, mais disons qu'on n'est pas dans une situation où on aurait une espèce de panique parce qu'on manquerait d'enfants. Merci beaucoup, Laurent Toulmont, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Vous êtes chercheur à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, rendre les cours ludiques pour que les élèves s'intéressent davantage au sujet étudié, retiennent plus facilement, c'est évidemment primordial à l'école. Pour les professeurs, ce n'est pas une mince affaire, mais quoi de mieux que de participer à des concours avec sa classe pour intéresser les élèves. Et justement, on va en parler avec Léna Jacquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission du concours La Flamme de l'égalité. Merci d'être avec nous. Ce concours est ouvert jusqu'au 31 mars 2024. Les enseignants du primaire et du secondaire, c'est-à-dire que c'est quand même très vaste, sont invités donc à mener avec leurs élèves une réflexion et à réaliser un projet autour d'un thème fort cette année, résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter. 3 mots très importants qui ont été choisis. Comment ils ont été choisis, ces mots-là ? Alors, en fait, donc, ce concours, il est donc thématisé avec une thématique qui change tous les 2 ans. Et cette nouvelle session, donc, qui a débuté depuis le mois de septembre et qui sera du coup la même pour l'année scolaire prochaine, c'est donc la résistance, puisqu'avant, on a abordé à la fois l'abolition avec être libre et travailler en esclavage, donc la dimension peut-être un peu plus économique de l'histoire de l'esclavage. Et donc, c'était en fait assez évident de passer aux actions de résistance, mais on a choisi donc ces 3 mots-clés parce qu'il y a différentes formes de résistance. Tout le monde n'avait pas les mêmes capacités d'agir en fait pour résister à l'esclavage. Donc rien que survivre, c'est une forme de résistance. S'opposer, refuser d'obéir, c'est une forme de résistance. Évidemment, les révoltes, se révolter, c'est la forme ultime, je dirais, de résistance à l'esclavage. Alors c'est une façon bien évidemment de susciter le débat, de pouvoir discuter si c'est possible, ou en tout cas d'échanger, de comprendre, de rappeler des faits historiques aussi entre professeurs et élèves. Est-ce que vous pensez que c'est un thème, vous allez forcément répondre oui, mais ce qui m'intéresse c'est le pourquoi, un thème fort qui va parler à tous les élèves ? Parce que c'est primaire et secondaire quand même. Oui, bien sûr. Je pense que en effet, c'est un thème qui parlera à tout le monde. Disons que le combat pour la liberté
c'est quelque chose qui parle à tout le monde et je pense en particulier aux jeunes générations. En tout cas, c'est important d'enseigner cette histoire de l'esclavage et comment on a réussi à mener l'abolition de l'esclavage, que ce soit les combats abolitionnistes de l'Hexagone ou donc les résistances par les personnes mises en esclavage elles-mêmes. Et donc le combat de la liberté qui figure dans les valeurs de la République, c'est quelque chose qui s'inscrit à la fois dans les programmes d'histoire-géographie évidemment, mais aussi dans l'éducation morale et civique qui existe dès le premier degré. Et donc forcément, c'est constitutif de notre nation. Donc je pense qu'en effet, résister à l'esclavage, c'est résister à toute forme de discrimination. Donc à mon avis, c'est encore très actuel. Donc ça parle à tout le monde. Peut-être que dans le primaire, effectivement, dans les petites classes, il s'agit plus d'évoquer effectivement l'idée de liberté. Qu'est-ce qu'être libre, l'égalité évidemment et la fraternité qui sont constitutives de notre République française, mais surtout de parler effectivement de cette idée de liberté pour petit à petit aborder aussi, grâce j'imagine aux professeurs d'histoire-géographie et de MC, évidemment ce thème très important et qui sont des faits historiques de l'esclavage. C'est quand vous allez rencontrer effectivement ces élèves-là, comment se passe ce concours ? Alors, c'est un concours qui reste très libre, en tout cas dans ses formats, puisqu'il n'y a pas de production forcément imposée. On a plutôt des bornes qui vont encadrer les projets, mais ça peut prendre vraiment des formes très libres, donc des productions graphiques ou textuelles, donc des poèmes, des essais, des BD, des magazines, des posters, ou bien des chorégraphies, des chants, ou bien mêler tous ces formats à la fois. Et les élèves abordent vraiment le sujet de la façon avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Donc ça peut être une expression corporelle à travers de la danse, ça peut être quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre avec des discours ou même des sortes d'exposés imagés, on va dire. Et donc ça reste vraiment libre pour que chacun se sente à l'aise. Et puis je dirais que l'essentiel, c'est la cohésion du groupe, la participation concrète des élèves d'une façon ou d'une autre. Donc on reste assez libre sur les productions soumises du moment qu'elles font alors moins de 4 minutes pour les productions audio et vidéo et moins de 20 pages pour les productions textuelles et graphiques, puisqu'après il y a un jury qui évalue ces productions avec un temps un peu limité. Alors forcément, qui compose le jury ? Alors, on a 2 échelles de jury. D'abord, les jurys académiques qui vont regarder donc, ces projets dans un premier temps au mois d'avril-mai, puisque donc, le concours se clôture fin mars. Ces jurys ils sont composés en général du référent mémoire et citoyenneté de l'éducation nationale, qui compose ensuite son propre jury. Alors nous, la Ligue de l'enseignement qui coordonne le dispositif, on leur suggère un certain nombre de personnes. Donc ça va être soit des personnes qui sont membres de nos institutions partenaires, donc d'un certain nombre de ministères, de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ou de la DILCRA. Et on leur propose aussi certains profils d'universitaires qui connaissent très bien la question, que ce soit des universitaires qui étudient le champ français ou le champ étranger, le champ notamment américain qui a beaucoup de contenu. Et ensuite, après ce jury académique, on a un second jury, le jury national, qui va évaluer les projets qui ont été primés à cette échelle académique. Et ce jury national, il est à la fois composé donc, de membres de nos institutions partenaires et d'un certain nombre de professeurs, puisqu'on a insisté pour qu'il y ait quand même des professeurs dans le jury national, puisqu'on sait qu'ils sont au contact direct des élèves et qui connaissent un peu les démarches en fait, qui sont approchées à travers les concours scolaires. Donc c'était vraiment une volonté d'intégrer ces professeurs, et notamment des professeurs évidemment ultramarins, où c'est une histoire qui est encore très visible, je dirais. Très prégnante. Donc voilà, on essaye d'avoir une représentativité de profil et de territoire dans ce jury national. De quelle manière, justement, tous les participants arrivent à rendre l'esclavage, je dirais, moderne, c'est-à-dire à le faire résonner avec ce que nous vivons aujourd'hui, puisque en Europe, il n'y a plus d'esclavage depuis un certain nombre d'années, et donc peut-être que les jeunes se sentent un petit peu lointains de ce sujet-là, alors qu'il est central, bien évidemment. Comment vous arrivez à le rendre palpable et pas avec cette distance du « ah, de toute façon, ça ne nous touche pas ». Alors, disons qu'à la base, donc, le concours, il a été créé donc, en prescription de la loi Taubira du 10 mai 2001, dont l'article 2 préconise de renforcer les programmes scolaires sur l'enseignement donc, de l'esclavage colonial. Mais c'est plus vraiment borné à cette période, en tout cas. C'est une porte d'entrée évidente pour notre histoire nationale, l'esclavage colonial, mais on peut tout à fait parler de l'esclavage qu'il date de l'Antiquité ou qu'il soit moderne ailleurs dans le monde. Et
Et donc je pense que c'est assez évident. Malheureusement, on entend encore beaucoup de formes, on voit encore beaucoup de formes d'esclavage moderne dans le monde. Donc les élèves vont un peu d'eux-mêmes faire des parallèles entre l'esclavage colonial de l'Empire français et l'esclavage contemporain. Et puis, ils peuvent aussi librement remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais disons que voilà, c'est des parallèles qui sont faits assez facilement. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a aussi tous les héritages plus positifs, on va dire, si je puis dire, hein, de cet esclavage avec des nouvelles sociétés qui sont nées, puisque nos sociétés contemporaines de tous les continents ont des formes héritées qui sont directement en lien avec le déplacement de ces populations qui ont été mises en esclavage. Donc voilà, des héritages culturels très, très riches, des langues, de la gastronomie, des danses, des techniques, voilà, des choses qui sont encore très, très actuelles et qu'on vit et qu'on aperçoit tous les jours en fait. Quand on parle d'esclavage, certains enfants, élèves, peu importe l'âge, mais peuvent se dire qu'effectivement ils connaissent ces faits d'histoire, cette réalité aussi encore aujourd'hui, ou peut-être effectivement, comme vous le disiez, hein, c'est un peu plus évasif. Si par exemple une classe, un établissement voudrait participer au concours, mais que d'autres ne le souhaitent pas, est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de nombre limité d'élèves, donc ça peut être des groupes de 10 élèves, même 2 élèves, ça fait un groupe, jusqu'à une classe entière. Ça peut être aussi plusieurs classes. Il peut y avoir des projets interniveaux, interclasses ou même interacadémies à grande échelle. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat. C'est pas du tout une classe entière qui est obligée de participer. C'est le professeur qui propose à sa classe et puis ceux qui sont intéressés participent. Il n'y a pas de souci. Et puis on peut. Ils seront nombreux. Oui, bien sûr, évidemment. C'est l'objectif. Merci beaucoup Léna Jacquin d'avoir été avec nous sur ce plateau, chargée de mission du concours La Flamme de l'égalité. Donc concours ouvert jusqu'au 31 mars 2024. Il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Éducation ? Oui, ou bien le concours a son propre site internet. Donc en tapant La Flamme de l'égalité, vous retrouverez toutes nos actualités et toutes les ressources qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Merci beaucoup, merci Léna. Merci. C'est à vous, cher Loïc. Vous m'aviez confié, notamment dans les loges cette semaine, que vous avez vous-même testé donc 2 des événements que vous allez nous proposer. Et oui, et le premier, c'est un spectacle immersif incroyablement bien mis en scène consacré à La Belle et la Bête. C'est jusqu'au 17 décembre au château de Maisons-Laffitte, au nord-ouest de Paris. Et c'est un show qui vous propose de déambuler dans le château comme si c'était celui de la Bête, avec une quinzaine de scénographies différentes, plus de 100 figurants et comédiens en costume qui sont tous bénévoles. Il y a de la musique, des jeux de lumière, des voix off. Je vous laisse regarder la bande-annonce et on en parle après. Où le temps s'était arrêté. Et dont le maître avait l'apparence d'une bête. Et alors, ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure quand j'ai parlé de La Belle et la Bête, Virginie a fait comme ça, comme si c'était la Belle et moi la Bête. Eh bien, j'assume, parce que figurez-vous qu'à la fin, la Bête, elle se transforme en prince et elle pécho la Belle. Oui, madame. Donc, vous me demandiez aussi pendant le sujet si c'était vraiment bien. Je vous confirme que c'est enchanteur. On se balade au cœur d'une sorte de plateau de cinéma géant, en fait, aux couleurs de La Belle et la Bête. On entre dans le château, on passe de pièce en pièce, même dans les souterrains, en étant accompagné par cette voix off comme ça qui nous raconte l'histoire. C'est très travaillé, très ambitieux, même si, je vous le disais, les figurants et comédiens ne sont pas professionnels. Ça n'a aucune importance parce que vraiment, ils se donnent de tout leur cœur. Je recommande quand même à partir de 5-6 ans, parce qu'il y a quelques petits moments qui peuvent faire peur à des tout petits. Sachez que le spectacle part aussi en tournée, notamment vers Nantes, donc il faut regarder les dates près de chez vous. Toutes les informations, c'est sur www.labelleetlabête-lespectacle.fr. On remercie beaucoup justement ces figurants et ces comédiens qui sont bénévoles. Direction le zoo d'Amnéville, maintenant près de Metz, pour un événement tout en animaux et lumière. Et oui, chaque année, le zoo propose ses jardins féeriques luminescence. Regardez.
Voilà, c'est un parcours d'1 km 400 dans les allées du zoo avec plus de 10 000 installations lumineuses à découvrir. Évidemment, dès la tombée de la nuit, donc en ce moment 17h30, c'est parfait. Et cette nouvelle édition est placée sous le thème Welcome to Paradise, bienvenue au paradis en français. Voilà, c'est parfait pour émerveiller les enfants et leur faire aussi réviser les animaux exotiques. Pour les petits, c'est quoi ça? Un perroquet? Popoquet, vous savez comme il dit, ou un tatame pour hippopotame. Mon fils il dit un tatame pour un hippopotame. Donc on peut leur faire réviser les animaux. Non, on dit un hippopotame. C'est une catastrophe, il faut l'arrêter. Il y a un moment, ça suffit. Alors on reste dans les installations lumineuses et les parcours immersifs avec une proposition du côté de Saint-Cloud maintenant, à côté de Paris. Et oui, et comme il fait nuit tôt, tout le monde en profite pour faire des installations lumineuses, mais c'est vraiment très agréable. Ça s'appelle Lumière en scène. C'est du 17 novembre au 7 janvier au cœur du domaine de Saint-Cloud. Un parcours de 2 km tout en lumière et en musique. Voilà, il y a des projections monumentales, des lasers qui passent entre les arbres, il y a des monuments qui sont mis en lumière pour l'occasion. Donc ça fait rêver les plus petits et puis faire kiffer les ados qui vont pouvoir Instagrammer, Snapchatter, TikToker. C'est dur à dire tout ça. Bon, faire des selfies, des photos pour les réseaux sociaux, ça marche à tous les âges. On termine avec une activité aussi pour les dimanches pluvieux. Et oui, en fait, faire écrire la lettre au Père Noël à ses enfants, bien évidemment. Alors les plus petits, puisqu'après on n'y croit plus. Mais figurez-vous que le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes à Libourne, c'est tout près de Bordeaux. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour envoyer la liste de vos enfants dans le centre de tri, qui en plus vous répondra, parce qu'il y a des gens qui lisent les lettres et qui font des petits retours. Donc ça, c'est trop cool. Si vous êtes dans la région de Libourne, vous pouvez y aller. Il y a un lieu qui est aménagé dans Libourne pour recevoir du monde. Il y a le Père Noël en personne qui est là pour faire des petites photos, des ateliers pour dessiner, pour fabriquer des boules, des guirlandes artisanales, des spots pour des photos bien sûr. Donc Noël arrive à grands pas et franchement c'est toujours sympa. Et le Père Noël, il n'a pas d'adresse? Alors si, figurez-vous, et ils ont fait ça très très bien la Poste, parce que sur l'enveloppe timbrée, pour pas vous faire griller par vos enfants, vous pouvez écrire Père Noël, rue des Nuages, pôle Nord, ou alors Père Noël, route des Rennes, pôle Nord, ou encore Père Noël, 33 500 Libourne, France. Tout ça arrive à destination. Mais même Père Noël, je crois, tout court arrive. C'est possible que Père Noël tout court arrive, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que vous pouvez marquer juste ça, et c'est la magie de Noël qui fait son œuvre. Merci beaucoup Loïc, merci pour le hippopotame. Alors, c'est mythique. On retrouve Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, son invité est l'humoriste Julien Bing. Si tu le veux bien, on va attaquer la toute dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée vraiment pleinement à l'école d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Quel regard, toi, tu portes sur l'école d'aujourd'hui en France ? Le regard que je porte sur l'école, il n'est pas très positif, je vais être honnête. Il n'est pas très positif quand j'entends ce qui se passe, quand je comprends aussi, parce que j'ai des neveux et nièces qui me racontent. Alors, j'essaie de garder toujours en tête que le meilleur reste à venir, mais j'ai tendance à me dire qu'il y a des choses peut-être à retravailler, ou du moins à consolider dans l'éducation nationale, parce que peut-être ça me fait peut-être un peu peur. Qu'est-ce qui te fait peur ? Ce qui me fait un peu peur, c'est là, le climat actuel. Je parlais tout à l'heure de harcèlement scolaire, on en entend de plus en plus. Justement, les réseaux sociaux qui ont une place très importante aussi dans l'école. Le fait, tu veux dire parfois... que le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux vont de pair ? Oui, moi je pense. Alors, il existait dans le passé, mais il est peut-être un peu plus fort. Il ne s'arrête jamais, quoi. Voilà, il rentre à la maison. Exactement. Et puis aussi, on peut en parler, parce qu'il n'y a aucun sujet tabou. La laïcité dans l'école me fait aussi voilà, je pense qu'il faut sauvegarder au maximum. Ça, c'est très important. Un professeur a le droit de tout dire quand c'est bien dit, bien évidemment. Il a le droit de tout expliquer et de tout argumenter. Et voilà, moi, je veux qu'on garde ça. Et comment tu la vois, toi, l'école de demain ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Ce qu'il faudrait changer, c'est... Alors, je n'ai pas les compétences pour savoir ce qu'il faudrait changer, mais j'espère que les gens qui les ont vont remarquer les failles et parfois peut-être les faiblesses de l'école pour les arranger. Voilà. Et comment tu la visualises, toi ?
Sans avoir les compétences. Moi, je veux que ça soit un endroit où les enfants se sentent bien, alors les enfants, les adolescents, bien évidemment, où les enfants se sentent bien, où ils se sentent, où il y a toujours un échange et une proximité avec le professeur, comme moi, j'ai pu connaître. Je veux que ça soit une classe, pour zoomer un petit peu sur l'école. Je veux que ça soit un moment où l'enfant se sente, et qu'il y ait un bien-être dans l'école. Voilà, moi je veux du bien-être à l'école. Parce qu'on passe le plus de temps, c'est comme dans le travail, avec le burn-out. C'est important d'être heureux voilà. d'y aller, quoi. Oui. C'est très important d'être heureux à l'école. Et c'est, comme on disait tout à l'heure, les meilleurs souvenirs sont dans l'enfance. Donc si on n'atteint pas les meilleurs souvenirs à travers l'école, mais c'est d'une tristesse incroyable, parce que la vie d'adulte a toutes ces complexités qu'on connaît. On en a parlé un petit peu tout au long de l'émission, tu parlais du harcèlement scolaire. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire? Oui, j'aurais un message. C'est surtout, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Que ce que vous vivez, il y a aussi d'autres enfants qui le vivent. Ça, c'est la première chose. Et que les blessures d'hier vont certainement, ce que je disais tout à l'heure, vous renforcer demain. Et essayez toujours de vous approcher, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans une école, dans une classe, qui aura peut-être pas qui ne vivra peut-être pas le harcèlement scolaire, mais qui sera une bonne personne. Et ça peut être votre allié, et c'est peut-être celui sur qui vous pouvez trouver un peu de réconfort. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que tu t'en es sorti? C'est comme ça que je m'en suis sorti. Et puis, encore une fois, ça m'a renforcé. Et je parlais d'un complexe physique, mais il y a tellement de complexes intérieurs. On parle des enfants qui ressentent peut-être le besoin, ils sentent qu'ils sont peut-être un peu plus attirés par les garçons et du coup les autres le perçoivent et ça devient le petit bouc émissaire de la classe. Après ça peut être encore une fois dans mon spectacle je parle aussi de discrimination même au niveau des origines, tout ça. Enfin, je veux dire, le harcèlement, c'est large. Ça peut passer de ça à quelque chose d'un peu plus fort, et ça peut amener quelque chose de dramatique. Et j'ai envie de dire, surtout, ne passez pas le cap. Allez à l'écoute et trouver du réconfort. Ne passez pas le cap. On a entendu dernièrement, qu'il y a des enfants qui sont dans une souffrance, une détresse totale, qui vont vers... Toi, par exemple, tu n'avais pas atteint ce stade-là? Non, j'ai pas atteint ce stade-là, mais les idées noires, je les ai eues. C'est de quel ordre? Les idées noires, c'est-à-dire un renfermement, ne plus envie de parler, ne pas avoir le sourire, ça je l'ai vécu. Et généralement, c'est les prémices, c'est les premières étapes. Voilà. Et donc il faut être très vigilant. Je vous dis, je te dis, Malika, quand je vois ça aux infos, je pense à cette dame qui parlait de son fils qui en est arrivé à ce fatalisme-là. Moi, ça me fait énormément de mal. Évidemment. Ouais. Et tu te dis que ça aurait pu t'arriver? Et je me dis, bien évidemment, je me dis que ça aurait pu t'arriver ça avait pu arriver si je vivais dans une autre époque. Cette époque des réseaux sociaux, ça ne se termine pas. Tu n'aurais pas supporté d'avoir ça? J'aurais peut-être pas supporté. Enfin, moi je rentrais de l'école, c'était basta, j'étais avec mes frères, mes parents, je retournais, si je devais revivre quelque chose un peu de mauvais, c'était le lendemain, c'était pas le soir même. Il y avait du répit, quoi. Voilà, il y avait du répit. Maintenant, les réseaux sociaux, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et je comprends les parents qui mettent les TikTok, les Instagram, Facebook, le plus tard possible. C'est quoi le plus tard, alors? Le plus tard possible, c'est quand on sent le bon moment. Après, moi, j'ai pas la science infuse là-dessus. Ah bon? Mais c'est... Voilà, le plus tard possible. Je pense qu'en primaire, on n'a pas besoin d'avoir de réseaux sociaux. Ouais. Voilà, pour faire simple, en primaire, on n'a pas besoin d'avoir de réseaux sociaux. Mais pourtant, c'est à quel moment qu'on est le plus coriace dans le harcèlement? C'est un peu plus tard, non? C'est un peu plus incisif? Au collège? Ça peut, de toute façon... Il n'y a pas de temporalité pour le harcèlement. Par contre, on n'a pas la force mentale, peut-être, en primaire qu'au lycée. De comprendre, oui. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, Malika. De nous avoir confié tes souvenirs, ta vision de l'école. C'est déjà la fin de l'émission.
Oui, c'est triste. J'espère que... Il y a plus triste. Il y a plus triste. Oui, il y a plus triste. C'était un bon moment. Oui. C'était un très bon moment. Je te remercie beaucoup. C'est vrai que je me suis beaucoup confié à toi, peut-être comme je ne l'ai jamais fait. C'est vrai ? Ouais. Eh ben, j'en suis Mais c'est parce que tu as certainement posé les bonnes questions et tu as été creusé un petit peu en moi. Mais voilà, si je devais terminer sur un petit truc, c'est que je parlais un peu des choses négatives, des souvenirs d'enfance. Mais il y a... non, mais c'est important de parler du harcèlement. Ouais. Pour les autres. Exactement. Pas que pour toi. Mais voilà, exactement. Donc merci encore d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, et à lundi, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Alors qu'est-ce qu'on apprend justement dans des écoles comme la vôtre ? Alors on choisit une thématique, par exemple la partie tech, et donc on va apprendre à maîtriser les logiciels de création de jeux vidéo, on va aussi apprendre à gérer des projets, parce que les projets de jeux vidéo sont vraiment importants. Travail de groupe. C'est des travaux de groupe, donc savoir travailler avec les autres, savoir travailler sur des projets longs, et voilà, donc ça c'est important, et après toute la partie soft skill aussi. Il y a les métiers, pardon, je vous coupe, il y a les métiers aussi qui s'attachent plutôt au coaching, à la gestion des carrières des joueurs, peut-être un peu plus marketing et managérial. Oui, c'est des métiers qui sont pour le coup émergents, donc vraiment des nouveaux métiers sur la partie normalement e-sport, où c'est un développement assez fort avec une audience de plus en plus importante. Et donc là, il faut accompagner les équipes, il faut aussi commercialiser, parce que la partie business, publicitaire est importante pour les équipes e-sport. C'est aujourd'hui leur moyen d'avoir des revenus ? C'est un des moyens. Il y a aussi de plus en plus la partie ticketing, puisque les fans se déplacent dans des stades pour voir des compétitions e-sport, comme des compétitions de foot, par exemple. D'accord. Et puis après, aussi la partie merchandising, puisqu'ils vendent de plus en plus de maillots, d'écharpes, etc. Paris 2024 oblige. Stéphanie, le Salon des maires placé sous le signe du sport. Avec ce hall dédié, c'est une grande première, ce premier salon des sports. Alors oui, le Salon des sports, c'est une grande première, mais le secteur sport existe depuis déjà un petit moment, oui. Voilà, de nombreuses années, puisque le sport, en tout cas les équipements aménagements sportifs, sont la propriété à 80% des collectivités, donc nécessitent entretien et aménagement depuis de longues années. Toujours du monde d'ailleurs dans le hall des sports. Encore l'année dernière, j'ai vu toujours pas mal de bonnes rencontres et puis des innovations. On voit toutes sortes de sports que moi je ne connaissais pas forcément. Donc c'est toujours l'occasion de faire des belles rencontres. Vous teniez justement ce hall dédié, ce premier salon des sports, vous le préparez depuis combien de temps ? Alors, en vérité, ça fait 3 ans qu'on réfléchit. En plein Covid ? Oui, tout à fait. C'était l'opportunité de plein d'échanges et de discussions. Et pour ma part, effectivement, de rencontres par visio avec les associations du monde sportif, les fédérations, une vraie découverte, puisque moi, à la base, je travaillais plutôt sur les marchés de l'environnement. Et en fait, le sujet du sport est assez passionnant, mais est surtout traversé par de nombreux enjeux. Au cœur de ces enjeux, de nombreuses opportunités, et notamment une réalité, c'est que nous n'avions pas de salon des sports en France, alors que ce sujet est finalement connecté à notre vie, à notre quotidien. Voilà, c'est un sujet qui croise énormément d'enjeux, qui est porté par de nombreuses innovations. Il n'y avait pas de salon des sports, donc en fait c'est un collectif finalement, au travers des partenaires, et également de l'Association des maires de France, du ministère des Sports. Nous avons lancé cette initiative d'une marque propre, d'un salon des sports, et nous sommes très contents de l'avoir fait, puisque vous verrez, cette édition est remplie de pleines de promesses, mais surtout elle a permis de doubler le nombre d'entreprises, associations et fédérations sportives qui participeront à cet événement. Le rapport au temps aussi, à un moment donné, vous dites aux parents, très très jeunes, donnez une notion du temps et du temps que prennent telle ou telle tâche aux enfants. La notion du temps, c'est un vrai problème parce qu'elle ne s'acquiert déjà pas avant l'âge du CE1. En CE1, on voit l'heure, le temps qui passe, etc. Donc c'est difficile, mais bon, en même temps, les devoirs commencent en CP, puis en CP, ils ont très peu de devoirs. En général, 10, 15 minutes, ça suffit. Mais après, dès le CE1, il faut donner des outils pour mesurer le temps parce que sinon, on trouve que c'est très très long. Il vaut mieux mettre une musique que l'enfant aime bien et il doit faire son exercice de maths et il se rendra compte que finalement, il a terminé son exercice, la musique n'est pas finie. Les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ce sont des nouveaux métiers quand même que vous proposez à ces étudiants, des métiers d'aujourd'hui mais aussi et surtout de demain. Est-ce qu'ils sont compréhensifs ? Est-ce qu'ils se posent des questions aussi sur l'employabilité après de leurs enfants ? Alors, ce qui a énormément évolué, c'est que beaucoup de parents jouent.
Les parents jouent. Oui, parce que Ils jouent à quoi, par exemple? Ils jouent à tous les jeux qui peuvent exister, soit des jeux sur console, FIFA, soit des jeux sur mobile de plus en plus. Donc vu que les parents jouent, ils ont la notion de la taille du marché. Parce qu'ils achètent, ils savent qu'une console de jeu coûte cher, ils savent qu'un jeu vidéo coûte cher, et donc des métiers qu'il y a derrière. Non, mais je sais pas, je me souviens plus du chiffre, mais en 2017, je crois qu'il y avait 3 milliards de personnes dans le monde qui jouaient aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça, c'est colossal. Ouais. Ça veut dire, ce qui m'étonne, pardon, mais c'est que ça veut dire que ça n'est pas uniquement une question de génération. Non, c'est plus une question de génération. Ça l'était avant. Mais maintenant, vu que les parents grandissent, entre guillemets, ils jouent et donc ils ont bien compris tout l'intérêt qu'il y a pour leurs enfants de travailler dans le secteur, parce que c'est un secteur qui recrute beaucoup, c'est un secteur qui a une forte croissance, c'est aussi un secteur qui inspire d'autres secteurs. Par exemple, toutes les réalisations au cinéma, les effets spéciaux sont faits avec les technologies du jeu vidéo, les mêmes logiciels. Donc le secteur se développe de manière très forte. Donc les débouchés sont nombreux, c'est peut-être aussi ce qui rassure les parents quand leurs enfants candidatent à l'une de vos écoles. Les débouchés, et puis aussi il y a le côté, quand vous avez votre fille qui est passionnée par les jeux vidéo, le fait qu'elle aille faire des études dans le secteur dans lequel elle est passionnée, ça c'est quand même aussi très plaisant parce que on sait que ça lui plaît, quoi, et c'est important aussi. Quelles sont les thématiques qui se dégagent pour cette année 2023, pour ce Salon des maires? On sait que chaque année il y a des nouveautés, chaque année il y a des thématiques que vous poussez. Concrètement, cette année, c'est l'inclusion, vous avez commencé à en parler, et la planification écologique? L'adaptation des territoires. Nous sommes dans un contexte où les crises se succèdent. Crise sanitaire, crise climatique, crise énergétique, crise inflationniste aussi, très importante. En fait, plus que jamais, les maires doivent s'adapter et anticiper demain. Donc c'est vrai que cette année 2023, nous l'avons marquée sous une approche qui est anticipons demain. Et pour anticiper demain, il faut effectivement aborder à la fois les contextes dans lesquels nous nous situons, mais également porter des projets à un horizon court, moyen, long terme, qui nécessitent effectivement d'aborder les choses peut-être un peu différemment de la façon dont on le faisait hier, en travaillons de manière très collective, donc avec bien sûr les collectivités, mais également les acteurs institutionnels, les acteurs du secteur privé, le monde associatif, pour faire à la fois un état des lieux et mettre en place des cahiers des charges qui seront au bénéfice, en tout cas plus moyen et long terme, des collectivités au regard de ces enjeux. Merci à tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Vous revenez quand? Dans une semaine tout pile. Voilà, je laisse résonner en vous toutes ces belles vannes et ces beaux jeux de mots. Ces belles vannes, dit-il. Ces belles vannes, dit-il. Je pense qu'il ne faut pas en faire tous les jours non plus. Non. Donc j'espace un peu. C'est gentil, merci beaucoup. Snapchatter, on dit snapper. Sachez-le. Pareil, c'est l'oreillette. Mais je suis un boomer, moi. Merci beaucoup à la réalisation aujourd'hui. C'était Théo Boscar, le son Gauvin Bonizek, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferret et Laura Girard à la rédac. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.